Autrefois, la nature regorgeait de créatures merveilleuses. Il y avait des griffons, des dragons, des licornes, des êtres mi-hommes, mi-bêtes. Mais les créatures les plus étranges de toutes étaient les plantes mangeuses d'hommes. Au XIXe siècle, on aurait découvert un arbre mangeur d'hommes dans la jungle malgache, ainsi qu'un autre en Amérique centrale et du Sud, dénommé Yateveo, en espagnol « je te vois ». Ces arbres auraient été dotés de tentacules qui, tels de grands serpents verts, se seraient resserrés sur leur proie avec la ténacité sauvage des anacondas. Ces arbres mangeurs d'hommes se sont révélés être de pures inventions occidentales. Néanmoins, comme toutes les bonnes histoires, elles renfermaient une part de vérité. Lorsque les naturalistes de l'époque explorent les versants du mont Kinabalu, sur l'île de Bornéo, ils observent une chose étrange, de gigantesques plantes en forme d'urne. Et à l'intérieur de l'une d'elles, ils découvrent le cadavre partiellement digéré d'un rat. Cette découverte fait sensation et inspire tout particulièrement le plus grand naturaliste de l'époque victorienne, Charles Darwin. Il conduit un certain nombre d'expériences qui révèlent que de nombreuses espèces de plantes sont carnivores. Elles attrapent des insectes et les digèrent. Et pour attirer leurs victimes dans leur piège fatal, elles utilisent d'incroyables astuces. Afin de capturer et de tuer des proies animales, les plantes carnivores ont développé 3 techniques. L'une d'elles est la technique du papier tue-mouche. La plante sécrète une substance gluante, le mucilage, à laquelle les insectes restent collés. D'autres enroulent leurs feuilles en forme d'urne. Le liquide retenu à l'intérieur attire les insectes qui s'y noient et sont digérés par la plante. Certaines de ces plantes ont développé des formes et des motifs d'une grande complexité. La 3e méthode consiste à emprisonner mécaniquement les proies. Tel un piège à souris, la plante se referme sur les insectes venus s'y nourrir. En découvrant ces plantes, les naturalistes n'en croient pas leurs yeux. Des espèces végétales capables d'attraper et de tuer des insectes? Un spécimen est envoyé au plus célèbre botaniste de l'époque, le Suédois Carl von Linné. Mais celui-ci décrète que l'idée qu'il existe des plantes carnivores est une abomination qui contredit l'ordre établi par Dieu, un véritable blasphème. Carl von Linné est l'auteur d'un système de classification du vivant encore largement utilisé de nos jours. Il refuse néanmoins d'admettre que des plantes puissent être carnivores. Une centaine d'années plus tard, Charles Darwin prouve le contraire. Il cultive de nombreuses espèces de plantes insectivores pour mener ses expériences. Il concentre toutefois une bonne partie de ses recherches sur les Drosera ou Rossoli. Darwin est fasciné par ces plantes hors du commun. Il va jusqu'à dire que les Drosera l'intéressent davantage que l'origine de toutes les autres espèces de ce monde. Le Drosera appartient à ce type de plante auquel les insectes restent collés comme sur du papier tue-mouche. Drosera vient du grec droseros, qui signifie couvert de rosée, et rossolis, du latin ros solis, la rosée du soleil. Ces deux appellations font référence aux gouttelettes sécrétées par les poils mobiles,
dont sont recouvertes les feuilles de la plante. Attirés par ces gouttelettes, les insectes se retrouvent englués. On a longtemps cru que c'était un hasard, mais Darwin démontre que l'intention de tuer est bien là. Ces découvertes le fascinent et l'inquiètent. Il dépose différentes substances sur les feuilles. Du lait, de la viande, du papier, des cailloux et même une goutte d'urine. Puis il observe la réaction. Les tentacules de la plante se referment sur la goutte de lait. De même avec la viande et la goutte d'urine. Mais la pierre et le papier ne provoquent aucune réaction chez la plante. Darwin constate que le Drosera réagit à toutes les substances qui contiennent de l'azote. Il découvre également qu'il peut absorber les substances nutritives par les feuilles. Cette plante est effectivement carnivore, ni plus ni moins qu'un animal. Mais pourquoi certains végétaux sont-ils devenus carnivores? La plupart vivent dans des habitats comme celui-ci, des zones marécageuses où le sol est pauvre en substances nutritives et contient peu d'azote. Les meilleures sources d'azote crapahutent ici sur 6 pattes. Il suffit donc à la plante d'attraper des insectes pour se nourrir plus que suffisamment. Comme dans les expériences de Darwin, la feuille du Drosera réagit quand un insecte s'y englue. En l'espace d'une demi-heure, pareil à de minuscules tentacules, ces pédoncules emprisonnent l'insecte, puis la feuille se referme sur sa proie. L'animal est ainsi pressé contre les glandes qui sécrètent des enzymes digestives permettant à la plante de digérer l'insecte. En observant ce phénomène, Darwin écrit « Parfois, je me dis que le Drosera est un animal camouflé ». Dans les marais de Floride, les plantes rivalisent avec les prédateurs du règne animal. Par endroits, le sol est entièrement couvert de Drosera. Ce sont des lieux où grouillent les proies. Néanmoins, les Drosera ont de la concurrence. Ceci est une araignée loup. L'araignée loup tisse sa toile sur la litière forestière. Quand quelque chose remue sur la toile, les vibrations avertissent l'araignée. Rapide comme l'éclair, elle sort de sa cachette, se saisit de sa proie et retourne aussitôt dans son trou. Quand les proies se font rares, les araignées loups construisent de plus grandes toiles et les Drosera ont moins à manger. Mais les plantes ont également un autre problème. Elles ont besoin de temps pour tuer leur proie, or des insectes qui se débattent attirent l'attention d'autres prédateurs. Le piège à mucilage fonctionne tellement bien que d'autres espèces végétales l'ont adopté. Ces plantes sont des Rhoridula gorgonia. On ne les trouve qu'en de rares endroits d'Afrique du Sud. Comme celles du Drosera, leurs feuilles sont couvertes de poils terminés par une glande qui produit une sorte de glu, mais cette fois, il s'agit de sécrétions résineuses.
Ces gouttelettes de résine, nettement plus collantes, permettent à la plante de capturer des insectes bien plus gros et plus forts. Mais les feuilles du Rhoridula ne sont pas équipées de glandes digestives. Alors, que faire de ces proies? La plante a besoin d'aide, notamment de celle d'une punaise appelée Pameridea rhoridulae qui vit en symbiose avec elle. Son corps est recouvert d'une substance anti-adhésive qui lui permet de se déplacer sur la plante sans s'y engluer. Ces punaises sont des prédatrices. Elles sont des centaines sur une même plante, assez pour dévorer tous les insectes capturés par le Rhoridula. Les punaises sont prudentes, leur proie étant souvent bien plus forte qu'elles. Celle-ci vient régulièrement contrôler l'état d'épuisement de cette mouche. Elle la picote ainsi pendant une dizaine de minutes. De plus jeunes punaises approchent maintenant dans l'espoir de participer au festin. D'abord, elles se battent entre elles. Entre-temps, la mouche est presque morte. Les punaises peuvent commencer à festoyer. Ces petits insectes sont pourvus d'un aiguillon long et fin comme l'aiguille d'une seringue avec lequel elles piquent la mouche agonisante et aspirent ses fluides corporels. D'autres punaises fraîchement arrivées se joignent à cette joyeuse tablée. Après le repas, les insectes excrètent des déchets qui servent ensuite d'engrais à la plante. Ce sont ces précieuses déjections qui sont absorbées par les tissus végétaux. Rhoridula et Pameridea rhoridulae, la plante et la punaise, ne pourraient pas exister l'une sans l'autre. Cette sorte de rosée gluante se révèle donc très efficace pour approvisionner les plantes en substances nutritives. Mais une espèce a développé une méthode plus sophistiquée encore. Cette espèce est endémique des forêts de pins humides de Caroline du Nord, aux États-Unis. Il s'agit de la Dionée attrape-mouche ou gobe-mouche de Vénus. Ces feuilles, au lieu de s'enrouler lentement autour de la proie, se referment rapidement sur l'insecte comme des mâchoires. Darwin se fait envoyer des spécimens et les cultive dans sa serre afin de les étudier de près. Il constate qu'en plus des épines qui bordent les deux lobes des feuilles, 3 poils se dressent au centre de leur surface interne. Il suppose que ces poils provoquent la fermeture des mâchoires. Or, lorsqu'il touche l'un des poils, le piège ne se referme pas systématiquement. Ce n'est que lorsqu'il touche un deuxième poil ou le même poil une seconde fois que la plante réagit. Il y a une bonne raison à cela. Refermer le piège demande beaucoup d'énergie à la plante. Dans son habitat naturel, il pleut souvent et beaucoup. La Dionée doit donc éviter de se refermer à chaque goutte d'eau qu'elle reçoit. Si 2 poils doivent être touchés, ou le même poil 2 fois de suite pour que s'enclenche le mécanisme, la probabilité pour que les lobes se referment inutilement est moindre.
Cela n'arrive en effet que lorsque 2 stimulations sont exercées en l'espace de 20 secondes. L'insecte vient de toucher un poil, le compte à rebours a commencé. Un deuxième contact et le piège se referme sur lui. Les insectes réagissent rapidement, mais le gobe-mouche de Vénus est plus rapide encore. Sa mâchoire se referme en une fraction de seconde. Pour pouvoir en observer le mécanisme, l'image est ici ralentie 80 fois. Les cils situés en périphérie des lobes s'entrecroisent et l'animal se retrouve emprisonné. Mais pourquoi ces espaces libres entre les épines? Là encore, il y a une explication. Des insectes de petite taille peuvent tout à fait déclencher le mécanisme. Or, ceux-ci ne sauraient satisfaire l'appétit des dionnées. Elles leur permettent donc de s'échapper en passant entre les épines. Au cours des jours suivants, les poils sensitifs n'étant pas stimulés, le piège se rouvre. Les insectes de taille plus importante sont en revanche définitivement enfermés. Leur tentative de fuite stimule les poils en continu, si bien que les lobes de la feuille se resserrent de plus en plus au fil des heures. Leur face interne sécrète des substances qui tuent l'insecte et le digèrent. Darwin prouve donc que le Drosera et la dionée sont de véritables carnivores. Mais nous avons dit que les plantes employaient 3 techniques pour piéger les insectes. Voici donc la 3e, le piège à urne. Darwin n'est pas sûr que l'on puisse ranger ce type de végétal dans la catégorie des plantes carnivores. Nous savons aujourd'hui que c'est au sein de cette famille de plantes que l'on trouve les pièges les plus élaborés. Au fil de l'évolution, un certain nombre d'espèces se sont développées en différents endroits de la planète, indépendamment les unes des autres. En Amérique, en Australie et en Asie du Sud-Est. Toutes sont spectaculaires par leur forme et leurs motifs. Mais c'est là une beauté fatale. De fait, elles sont un mécanisme implacable destiné à attirer les insectes et à les mettre à mort. Ces structures complexes semblent si parfaites à Darwin qu'il en vient à douter qu'elles puissent résulter du processus de sélection naturelle. Mais les forêts marécageuses des régions tropicales d'Amérique nous fournissent une explication. Ici, les arbres sont chargés de broméliacées, une famille de plantes à laquelle appartient l'ananas. De nombreuses espèces sont épiphytes. Elles croissent sur les branches ou sur le tronc des arbres sans en tirer leur nourriture et sont généralement en hauteur pour capter le plus de lumière possible. L'inconvénient, c'est qu'avec leurs racines aériennes, elles ne peuvent pas absorber l'eau et les nutriments du sol comme les autres plantes. C'est pourquoi leurs feuilles forment un puits au centre de la plante, qui se remplit d'eau de pluie. Ce puits accueille aussi les feuilles tombées des arbres environnants, si bien que la plante a quantité de substances nutritives à disposition dans son réservoir privé. Qui n'est pas si privé que ça. De nombreux animaux de petite taille utilisent en effet le puits des broméliacées comme de petits étangs miniatures. En Amérique du Sud, les grenouilles venimeuses de l'espèce Phyllobates terrible vont de plante en plante à la recherche d'un puits encore inhabité pour y élever leurs têtards en toute sécurité. À partir de ce principe relativement simple, se sont développés les pièges les plus élaborés.
certains des plus élégants se cachent dans les forêts de pins marécageuses du sud-est des États-Unis. Ce sont les pièges à urnes des Sarraceniaceae. Stuart McPherson, chercheur en biologie, a découvert de nombreuses nouvelles espèces de plantes à urnes. Il a exploré les marécages américains pour dénicher les espèces les plus spectaculaires. Celles-ci appartiennent à la famille des Sarracenies nord-américaines. Elles forment de longs tubes aux bords recourbés et attirent les insectes en produisant un nectar sucré. En essayant d'atteindre ce nectar, les insectes glissent à l'intérieur et tombent tout au fond du tube, d'où ils ne peuvent plus ressortir. Ils finissent par y mourir. La plante secrète alors des enzymes et des acides sous l'effet desquels l'animal piégé se décompose. Il s'agit là d'une espèce appelée Sarracenia flava, généralement de couleur jaunâtre, mais qui peut prendre des teintes diverses et variées. Cette espèce comporte d'innombrables variantes. Chaque population est différente, ou presque. En voici une qui est rouge avec une coiffe jaune veinée de rouge. Ce sont ces couleurs vives qui attirent les insectes. Et j'en vois une autre variété là-bas. Celle-ci, à quelques mètres seulement de l'autre, est rouge sang et se démarque vraiment de tout ce qui l'entoure. Son piège mortel n'en est que plus attirant. Il y a 8 espèces de Sarracenies. La plupart poussent dans les régions chaudes et humides du sud-est des États-Unis. Néanmoins, cette espèce-ci, la Sarracenie pourpre, pousse dans tout l'est des États-Unis et jusqu'au Canada. Elle se démarque également de ses congénères pour une autre raison. Elle ne produit pas d'enzymes pour digérer ses proies. Et pourtant, elle est bien carnivore, elle aussi. Elle sécrète un nectar et est tapissée de poils obliques orientés vers le bas. Un piège tout aussi efficace et mortel que celui de ses cousines. Mais comme le Roridula, elle a besoin d'aide pour digérer ses proies. Les insectes emprisonnés se noient et coulent au fond du puits où la larve d'un moustique, le Metriocnemus knabi, se charge de les déchiqueter, libérant ainsi de minuscules particules de matière organique. D'autres larves de moustiques, celles du Wiumia, flottent au-dessus des larves de Metriocnemus. Leur appareil buccal ressemble à des brosses. En s'agitant, elles produisent des courants qui font affluer les particules dans leur direction et leur permettent de les absorber. Les 2 larves rejettent leurs excréments dans l'eau. Ceux-ci regorgent de nutriments que la plante peut alors absorber. La Sarracenie pourpre est un habitat unique, le seul où l'on trouve ces larves de moustiques. D'autres espèces de Sarracenie peuplent le Nouveau Monde. On en trouve une palette particulièrement variée en Amérique du Sud. Mais pour les trouver, il faut grimper en haut des montagnes qui s'élèvent à des milliers de mètres d'altitude au-dessus des forêts tropicales du Venezuela, du Brésil et de Guyane. Ces montagnes à plateau, isolées les unes des autres, sont appelées Tepuy par les Pémons, ce qui dans leur langue signifierait « maison des dieux ». Leur sommet plat, en surplomb de la jungle tropicale, abrite une nature quasiment vierge. C'est le seul endroit au monde où pousse l'Heliamphora. Comme toutes les Sarraceniaceae américaines, elle est constituée de feuilles enroulées sur elles-mêmes pour former un piège. Mais on a ici de simples cornets verts avec une ligne rouge, là où la feuille est soudée sur elle-même. Une simplicité qui peut faire passer la plante pour primitive, alors qu'elle résulte d'une parfaite adaptation aux conditions climatiques extrêmes qui règnent au sommet des Tepuy. Les parois abruptes de la montagne
entraîne vers le haut l'humidité de la forêt tropicale située en contrebas et provoque des pluies diluviennes. Il pleut presque en continu sur les reliefs tabulaires des Tepuy, ce qui pourrait s'avérer problématique pour les Eliamphora. Contrairement à leurs cousines d'Amérique du Nord, elles n'ont pas de coiffe pour se protéger de la pluie. Par conséquent, on pourrait penser que l'urne se remplit parfois tellement que les précieux nutriments emmagasinés se retrouvent dilués, voire que l'urne se renverse. Mais étrangement, le niveau de l'eau ne varie pas, même lorsqu'il pleut. En effet, la feuille n'est pas parfaitement soudée sur elle-même. La ligne rouge de la soudure cache une fente d'où l'eau s'écoule par une petite rigole jusqu'à la base de la plante. C'est ainsi que le juste niveau d'eau peut être maintenu. Un autre genre de Sarraceniaceae prospère en Amérique. Ces plantes-là vivent dans les montagnes de Californie et de l'Oregon, où elles peuvent atteindre quasiment 1 mètre. Il s'agit de la Darlingtonia californica ou plante cobra. L'entrée de l'acidie, l'organe en forme d'urne, est discrète, cachée sous une sorte de coiffe bulbeuse dont la partie supérieure est tachetée de blanc. Ces taches sont autant de petites fenêtres translucides à travers lesquelles les insectes peuvent voir le monde extérieur. Mais la plante ne leur fait miroiter la liberté que pour mieux les prendre au piège. Cette mouche n'a pas pu résister à la tentation, attirée par l'odeur du nectar. Une fois à l'intérieur, son instinct entraînera sa perte. Après avoir mangé tout son sou, elle tente de sortir en se dirigeant vers la lumière, mais elle ne fait que foncer dans les fenêtres de la plante, se heurtant à une paroi glissante où elle perd bientôt pied et, épuisée, tombe au fond du piège. De toutes les plantes à piège passif du Nouveau Monde, la Darlingtonia californica est la plus étrange. Mais le règne végétal comporte également des plantes carnivores tout à fait fantastiques dans la zone intertropicale humide de l'Ancien Monde. Les forêts vierges d'Asie du Sud-Est sont le royaume des Nepentacées. Ce sont pour la plupart des plantes grimpantes, dont les tiges, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres, se faufilent à travers les branchages. Leurs magnifiques acidies se forment aux extrémités vrillées des lianes. Il y a environ 130 espèces connues de Nepenthes, de formes et de couleurs incroyablement variées. Les plus extraordinaires poussent ici, sur les flancs du mont Kinabalu, sur l'île de Bornéo. Stuart McPherson connaît bien cette montagne pour l'avoir explorée de fond en comble à la recherche de nouvelles espèces de plantes carnivores. Nous avons là un Nepenthes raja. Celui-ci est encore jeune.
De toutes les plantes à piège passif, c'est l'espèce qui possède la plus grande urne. Les pièges peuvent atteindre 2 fois cette taille. Nous n'en avons repéré à ce jour que dans 4 zones très réduites où l'on en recense entre 300 et 500 spécimens. Leur population totale est donc d'environ 2000 plantes en tout et pour tout sur la planète. Comme leurs parentes nord-américaines, elles ont développé une structure très élaborée destinée à piéger et à digérer les insectes. Mais ces dernières années, les botanistes se sont rendus compte que les Nepenthes n'étaient pas uniquement des prédateurs. Celui-ci est le Nepenthes bicalcarata, autrement dit à 2 éperons. Il tire son nom de ces 2 nectaires géants situés sous l'opercule. Aussi mortel que des crocs de serpent, il sécrète un suc qui attire les insectes, mais sont si glissants que les pauvres bêtes ne tardent pas à tomber et atterrissent directement dans les sucs digestifs de la plante. Mais il y a aussi des insectes qui vivent à l'intérieur de l'acidie. Une certaine espèce de fourmi. Celles-ci parviennent à descendre le long des parois glissantes de l'intérieur de l'urne et même à nager dans le liquide qu'elle contient pour y prendre de la nourriture. Mais elles ne font pas que se servir gratuitement dans le ventre de la plante. Elles aussi ont quelque chose à lui offrir. Les fourmis nettoient leur hôte en retirant les débris et la moisissure accumulée sur le péristome, qui demeure ainsi lisse et glissant. De ce fait, elles aident la plante à attraper la nourriture dont elles profiteront elles-mêmes plus tard. Le Nepenthes sert également de refuge aux fourmis qui creusent une ouverture dans un renflement de la liane et peuvent ainsi y faire leur nid. Seule cette espèce bien particulière de fourmi vit en bonne intelligence avec le Nepenthes bicalcarata, auquel tous les autres insectes servent de repas. D'autres plantes carnivores ont développé des relations symbiotiques. C'est le cas du Nepenthes albomarginata, qui doit son nom à la marge blanche formée par la collerette de trichome blanc située juste en dessous du péristome. Chien Li est botaniste et connaît la flore extrêmement variée de ces forêts comme sa poche. Il a découvert un certain nombre d'espèces de plantes carnivores et sait comment celles-ci capturent ses proies. Ça, c'est un Nepenthes albomarginata. C'est l'une des plantes à urnes les plus singulières. Elle a une bande blanche autour du péristome qu'on ne retrouve chez aucune autre espèce du genre. On a découvert récemment qu'elle attirait les termites. Celles-ci se nourrissent des petits poils blancs de la collerette et en venant s'approvisionner, beaucoup tombent à l'intérieur du piège. C'est donc une plante mangeuse de termites. Ce phénomène est très difficile à observer dans la nature. On trouve des Nepenthes albomarginata dépourvus de leur bande blanche et remplis de termites. Mais il est très rare de voir les termites à l'œuvre. Et pour cause, cette plante n'attire qu'une seule espèce de termite, principalement active la nuit. Dans l'obscurité, elles sortent par millions de leurs termitières et forment des colonnes interminables à travers la forêt. Quand une éclaireuse localise un Nepenthes albomarginata, elle recrute d'autres ouvrières et se hisse avec elle jusqu'en haut de l'acidie. Les petits poils blancs sont irrésistibles et elles s'en repaissent goulûment. Bientôt, elles sont rejointes par d'autres, puis d'autres encore, et cette affluence est fatale à nombre d'entre elles qui, dans la bousculade, se retrouvent sur les rebords glissants de l'urne, et ce qui doit arriver se produit. C'est par hasard que les termites dénichent des Nepenthes à collerette blanche.
Cette affluence de proie n'est donc pas monnaie courante pour la plante. On peut facilement repérer lesquels ont festoyé la nuit précédente. Regardez, en voici une qui n'a plus sa collerette. On peut être sûr qu'elle est pleine de termites. Jetons un œil. Vous voyez, il y a des centaines de termites noyées à l'intérieur de la feuille. Elles ont déjà été partiellement digérées. C'est un sacré festin. Au fil de l'évolution, certaines plantes carnivores sont devenues végétariennes. Le Nepenthes ampullaria a la forme d'une cruche. Avec son opercule minuscule recourbé vers l'arrière, l'urne est exposée à tout ce qui tombe de la canopée. Sa bouche béante laisse pénétrer les feuilles et les brindilles qui se décrochent des arbres. À l'intérieur de la cruche, divers petits arthropodes se chargent de manger les feuilles et excrètent des nutriments dont la plante se nourrit. On observe ici diverses larves de moustiques et même de minuscules têtards. Ces têtards sont ceux de la Microhyla nepenticola, une grenouille pas plus grande qu'un petit pois qui aime déposer ses œufs dans cette petite mare privée à l'abri du danger. Mais l'urne du Nepenthes ampullaria n'est pas totalement dépourvue de danger. Cette larve appartient au genre des toxorynchites ou moustiques éléphants et il s'agit là d'un dangereux prédateur qui dévore les larves d'autres moustiques. Il ne lui faut pas plus de quelques minutes pour manger une larve tout entière. Un véritable écosystème miniature s'est mis en place à l'intérieur de cette drôle de feuille ventrue. Les Nepenthes ne font donc pas que manger des insectes. Ils ont créé toutes sortes de liens symbiotiques complexes avec divers animaux. Le plus extraordinaire vient à peine d'être découvert. Alors qu'il faisait des recherches dans la forêt tropicale du mont Kinabalu, Tien Li a observé que la plus grande des plantes à urnes, le Nepenthes raja, recevait des visiteurs inhabituels. Ce qui fait la particularité de cette plante, ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit carnivore, mais c'est qu'elle attire même des mammifères. La surface interne de l'opercule est tapissée de nectar. Toutes ces petites glandes que vous voyez là en sécrètent constamment de jour comme de nuit. Cette espèce n'a été étudiée que récemment et grâce aux images qui ont été filmées, on a maintenant la preuve qu'elle attire de petits mammifères. L'animal observé par Tien Li est un petit Tupaya montana. Il prend appui sur le rebord de l'urne pour lécher le nectar qui recouvre l'intérieur du couvercle. Ces petits mammifères savent où se trouvent tous les Nepenthes de ce type sur leur territoire et leur rendent visite à tous, les uns après les autres. Mais quels bénéfices en tirent les plantes? En venant s'y nourrir, les Tupayas urinent et défèquent dans l'acidie et complètent ainsi l'apport en nutriments de la plante. Le Tupaya montana est un animal diurne. Mais le Nepenthes raja est également approvisionné en engrais la nuit, car il continue à produire du nectar après le coucher du soleil. Et ce nectar attire alors le Rattus baluensis. Comme le Tupaya montana,
ce rat monte sur les rebords de l'acidie pour lécher les sécrétions produites par l'opercule et laisse tomber ses excréments dans l'urne. Cette urne est énorme et le rat petit. S'il glisse, il se retrouve piégé et sert de repas à la plante. Toutefois, selon Stuart McPherson, il s'agit là d'un simple accident. En fait, ce n'est pas ce qu'on pourrait croire. La plante n'est pas conçue pour capturer des vertébrés, mais pour piéger et tuer les insectes. Ce n'est que dans certaines circonstances tout à fait fortuites que l'appât destiné aux insectes attire et tue les rongeurs ou autres petits mammifères. Et ceux-ci ne tombent que rarement dans l'urne et ne restent coincés que dans les plus grosses dont ils n'arrivent pas à escalader les parois. Alors, ils se noient et sont finalement digérés par la plante. On retrouve parfois des squelettes à l'intérieur des urnes. Découvrir un rat mort à l'intérieur d'un épinthes est relativement rare. Lorsque c'est arrivé pour la première fois sur les flancs du mont Kinabalu, la nouvelle a fait sensation. Un heureux hasard qui a largement contribué à élargir nos connaissances en matière de plantes carnivores, car il a incité Darwin à étudier d'encore un peu plus près ces plantes et leur drôle de vie. Récemment, Stuart McPherson a pris cette photo d'un rat prisonnier d'une urne géante. Comme le dessin d'autrefois, ce cliché a fait sensation. Ces plantes étranges nous fascinent toujours autant, et les montagnes de Bornéo nous réservent probablement encore bien des surprises. J'ai exploré environ 200 montagnes à la recherche de nouvelles espèces et j'en ai découvert une douzaine au cours des dernières années. Mais il y a encore des centaines de montagnes à explorer. Il doit donc y avoir encore des dizaines et des dizaines d'espèces à découvrir. Nous commençons seulement à comprendre les relations incroyablement complexes qui existent entre les plantes et les animaux et autres organismes. Il faut donc s'attendre à faire encore de fabuleuses découvertes. Les récits fantastiques du 19e siècle sur les plantes mangeuses d'hommes ont fait frémir les gens de l'époque. Mais les découvertes de ces dernières années ont montré que dans le monde des plantes carnivores, la réalité dépasse la fiction.